Et voilà, c'est parti pour le dernier numéro de Passerelle de cette semaine sur la télévision africaine. D'ailleurs, une semaine de production qui s'achève en beauté. Vous le savez, hier, nous avons eu un grand moment de télévision avec une partie de la route pour accompagner les 10 ans de carrière de Sanji Vianney qui nous a offert un show magnifique et on tient encore à lui souhaiter un joyeux anniversaire. On sait que ça se poursuit avec une série d'activités, notamment des dons. Après, soit aujourd'hui, ça se poursuit demain. Ce sera le cas jusqu'au 12 août prochain, jour de grand concert qui se tiendra du côté du Missel. Et ce soir, sur le plateau de Passerelle. Bonsoir Irina et bonne arrivée sur Passerelle. Merci Visley, bonsoir à toi, bonsoir à tous nos invités et à nos chers téléspectateurs, tout en espérant que vous vous portez bien et que vous amorcez le week-end de la plus belle des manières. Alors c'est très important pouvoir être là pour pouvoir produire cette émission. Et d'ailleurs, une première partie qui est entièrement consacrée au Rwanda. Vous le savez, le Rwanda vit le 5 août, un moment important de son histoire avec une toute nouvelle élection présidentielle, mais aussi sa diaspora, celle qui vit au Cameroun, qui sont arrivés comme des réfugiés qui gardent par ailleurs ce titre-là, ont également le mot à dire. Et pour cela, nous recevons une fois de plus ce soir Monsieur Mungeba, qui est Babazi, qui est sur le plateau de Passerelle. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir à tout le monde, à tous les spectateurs et à tous les Rwandais vivant ici au Cameroun. Comment allez-vous? Je me porte bien. C'est vrai que la dernière fois de nous voir, on a eu l'occasion de parler notamment des réfugiés. Et moi aujourd'hui, qui est réfugié? Nous, pour le moment, il y a des catégories dans la communauté rwandaise qui se trouve ici au Cameroun. Il y a les réfugiés rwandais qui sont ici au Cameroun. Il y a aussi la diaspora rwandaise qui est ici au Cameroun. Et c'est la diaspora rwandaise qui a voté aujourd'hui, puisque c'était le 3. Et demain, c'est là où il y aura vote national au pays, dont le 4. Mais les réfugiés, ils n'ont pas voté, puisque les réfugiés n'ont pas ce droit de voter selon la loi de 2005 camerounaise portant sur le statut des réfugiés. Mais pour l'autre petite histoire, parce qu'on sait, par ailleurs, vous avez dirigé cette association qui regroupe les Rwandais. On estime à peu près combien de Rwandais sur le territoire camerounais? À peu près 3000. Oui. Oui, à peu près 3000, mais dans les 3000 là, il y a les réfugiés et il y a les non-réfugiés. Réfugiés et non-réfugiés. Oui. C'est-à-dire que certains qui sont arrivés certainement pour se chercher, comme on a l'habitude de dire. Oui, il y a ceux qui et d'autres qui sont arrivés. Vous êtes dans quelle catégorie? Réfugiés ou non? Moi, je suis réfugié. Donc, il y a les réfugiés, il y a aussi les non-réfugiés, il y a ceux qui sont arrivés pour faire les affaires. Et il y a les autres aussi qui étaient réfugiés, ils se sont pris sentis réfugiés. Ouais. Ils ont adopté le statut de réfugiés, d'entrer dans la gamme de la diaspora. Alors, M. Mungeba sera en première partie de notre invité, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur une actualité en disant que vous êtes au Cameroun depuis le génocide, hein? Oui, depuis la fin du génocide. Oui, la fin du génocide depuis 1995. Ouais. Oui. Et 1995-2017, vous n'avez jamais voulu changer de nationalité? Non, pas encore. Vous restez rwandais? Oui, toujours rwandais. Ok. Et puisqu'on a décidé de consacrer cette première partie à cette actualité internationale, c'est aussi ça l'objectif de la télévision africaine, parler aussi du continent. Irina, avec vous, on va aller au Rwanda. Si c'est vrai qu'eux, ils sont originaires du Rwanda, notamment Corneille, et notamment Stromae, et qui ont aujourd'hui une renommée internationale. Certains n'ont pas quitté le pays et ils font la fierté du Rwanda, musicalement parlant, mais dans un registre qui se veut très international. Parce que ce soir, l'artiste que vous nous présentez évolue dans l'univers très hip-hop, très rapologique. Voilà, toujours en compagnie de Mungeba Babazi. Pour l'autre petite histoire, le Rwanda musical, vous avez quand même les nouvelles qui viennent de ce côté-là, loin du sillage politique? Non, pas tellement de nouvelles, mais on sait, comme j'avais dit la fois passée, que les musiciens rwandais préfèrent chanter beaucoup plus dans notre langue. Et
Et les musiques se vendent beaucoup plus dans le Grand Lac. Donc ça ne quitte pas beaucoup l'Afrique des Grands Lacs. Alors c'est bien, mais sauf qu'en ce moment la grosse actualité c'est l'élection présidentielle qui d'ailleurs a débuté aujourd'hui avec l'apport de la diaspora et demain c'est cela, ce sera le tour de tout le peuple rwandais qui vit à Kigali et dans d'autres grandes villes du Rwanda. Pour la belle petite histoire, aujourd'hui le système démocratique suit tranquillement son cours et on est satisfait qu'il y ait des élections et que les plus méritants arrivent au pouvoir. Oui, pour le moment, ça suit son cours, mais on doit analyser, on doit faire une analyse objective et regarder ce qu'on appelle la démocratie. Et comme ça vient du grec, démos, qui est le pouvoir du peuple. Donc, il est question de regarder si l'Afrique en question doit appliquer la démocratie comme à l'Occident, ou bien maintenant, si nous-mêmes en Afrique, on doit tailler notre démocratie sur mesure. Ouais. Oui, donc, mais pour ce qui se passe au Rwanda, on voit que c'est en train d'évoluer, mais toujours il y a des points d'interrogation, puisque quand on regarde les candidats les prétendants candidats à la présidence, on a vu que comme partout dans l'Afrique, je vais essayer de globaliser en Afrique, on voit qu'il y a toujours les problèmes des variables de la démocratie, c'est-à-dire la bonne gouvernance et les libertés fondamentales. Mais tout cela, c'est un problème pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, vous êtes pour quel type de démocratie? Une démocratie à l'africaine ou bien une démocratie qui se jette main et pieds liés dans un suivisme en disant les autres, voilà comment ils font, nous également on fera la même chose? Non, puisque moi, je suis pour la démocratie taillée à l'africaine, puisqu'il faut se poser des questions. Ce qui nous impose même la démocratie, et même est-il démocrate, avec ce qui s'est passé en Irak, avec ce qui s'est passé en Libye, vous avez vu comment ils ont assassiné Kadhafi, puisque lui, il voulait mettre sur place le Fonds monétaire africain, avec un budget de 42 milliards de dollars. Donc, les Occidentaux, ils ont compris que quand il va mettre le Fonds monétaire africain, ils n'auront pris une mainmise sur les Africains. Donc, puisqu'ils utilisent le Fonds monétaire international et la CPI, donc il était question qu'on élimine pour qu'ils nous imposent toujours les démocraties. Oui, alors qu'il y avait une démocratie que les peuples africains sont en train de choisir. Et quand on regarde à peu près, ça devient comme beaucoup plus dans les pays africains, comme le despotisme éclairé, comme en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le président est un peu despote, c'est-à-dire il a tous les pouvoirs, mais il est éclairé par la raison, c'est-à-dire il fait des réformes économiques et politiques. Donc tout ça, c'est à voir quel système politique en Afrique on va adapter, puisque quand on regarde pour la démocratie des Européens, ça commence même beaucoup plus avec la conférence de la Baule en 1990, et quand François Mitterrand avait fait une conférence qu'on doit adhérer au multipartisme. Et pour résumer ces conférences, vous allez voir qu'André Douma, qui était là sur place, je crois, ministre des Affaires étrangères, pour lui, il a fait comprendre au président africain que le mouvement de multipartisme, de démocratie qui vient de souffrir vers l'Est, maintenant ça va souffrir vers le Sud. Il faut s'y attendre. Mais la démocratie qu'on nous impose, est-ce que c'est pour l'amour des peuples africains ou bien c'est pour leurs intérêts? Puisqu'on va voir que depuis 1960 à 90, comme il y avait un problème de guerre froide, ils ont favorisé les dictatures en Afrique. Et on ne regardait pas les droits fondamentaux. La chidimie de Mele, c'est là ils ont dit que, ok, démocratie égale bonne gouvernance. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la bonne gouvernance sans démocratie? On a plusieurs questions
à vous poser avant d'écouter la question qui vous sera posée tout à l'heure par Irina. Je voudrais savoir, vous êtes aujourd'hui pour la limitation des mandats sur le continent ou pas? Je me dis que pour la limitation des mandats pour le continent, c'est le peuple qui doit choisir. C'est pour cela que dans beaucoup de pays, il y a eu des référendums. Vous allez voir, puisque à un certain moment, les présidents africains, ils ont compris que la démocratie que les Européens les imposent, ce n'est pas taillé c'est-à-dire aux réalités africaines. Puisque vous allez voir qu'en Afrique, on est encore sur le plus bas de l'échelle des pyramides des besoins selon Maslow. C'est-à-dire, il y a 5 échelles. C'est-à-dire, il y a les besoins psychologiques, les besoins élémentaires pour la survie. Après, maintenant, ça, il y a les besoins de sécurité. Dans les besoins de sécurité aussi, il faut voir le logement, ainsi de suite. Après ça, il y a les besoins d'appartenance, les besoins d'estime. Et vous allez voir, et le dernier besoin, mais vous allez voir que les Africains, ils sont encore sur le plus bas échelle des pyramides de Maslow, c'est-à-dire les besoins primaires. Oui. Donc, comment quelqu'un qui a faim, qui ne sait pas s'il va envoyer son enfant à l'école, il va immédiatement adhérer à la démocratie européenne qu'on nous impose. Si on lui donne les maquereaux ou bien la boisson, il va voter celui qui a donné, la bière, ainsi de suite. Il ne va pas voter les idées de quelqu'un. Et même Jean-Jacques Rousseau, dans le chapitre 4 du livre 3 sur le contrat social, lui-même, il avait dit que la démocratie n'existe pas et ça n'existera jamais. Okay. Oui. Irina, posez votre question. Monsieur Babazi ne va pas s'arrêter d'aussitôt. Voilà. Alors, on est au Cameroun depuis de nombreuses années et d'ici quelques jours, il y aura des élections. Est-ce qu'on a pensé à faire entendre sa voix? C'est-à-dire penser peut-être un déploiement de ce côté-là ou alors essayer de mobiliser un certain nombre de confrères là-bas pour qu'ils puissent faire entendre leur voix pour la personne qu'on estime être à la hauteur des attentes des Rwandais? Je sais qu'il y a de cela 3 semaines ou bien moi, l'ambassadeur du Rwanda au Congo était venu ici donner des lettres de créance et ils ont fait une réunion avec les gens de la diaspora. Donc ils ont essayé de sensibiliser par rapport aux élections qui sont déroulées aujourd'hui. Mais les autres détails, je ne me suis pas trop intéressé puisque ça regarde beaucoup plus la diaspora, pas les réfugiés. Donc vous n'avez pas voté? Oui, je n'ai pas voté. Vous restez dans l'anonymat? Non, ce n'est pas question de l'anonymat. En tant que réfugié, je ne peux pas voter. Alors, bon, maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité. Je pense que plusieurs pays africains sont dans cette logique-là, permettre à la diaspora aussi de dire son mot. Au-delà d'envoyer quelques billets de banque, on va désormais aussi choisir le candidat qui aspire ou qui présente les meilleurs atouts. La diaspora rwandaise a voté aujourd'hui. Est-ce que ce fut le cas aussi au Cameroun? Est-ce que les Rwandais d'ici, ceux qui sont des non-réfugiés, ont eu la possibilité de voter? Oui, ceux qui sont des non-réfugiés, ils ont voté aujourd'hui à l'école publique de Bastos. Oui, c'est là ils ont voté. J'ai vu le communiqué qui ça a commencé de 7h, je crois, à 18h. Alors l'école publique de Bastos, généralement quand il y a élection au Cameroun, c'est d'ailleurs où le président de la République du Cameroun se rend pour voter. La relation que vous avez aujourd'hui avec cette diaspora-là? Et on est obligé à cohabiter ensemble. Et puisque quand on regarde Cyril Martin Luther King, il avait dit que apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous comme des idiots. Donc on est obligé de cohabiter, de vivre ensemble, malgré qu'on a des opinions différentes. Il n'y a pas de problème. Non, ça se passe bien parce que oui, ça se passe bien puisque vous avez quand même deux statuts parce que oui, c'est deux statuts, mais de la diaspora. Vous êtes des réfugiés. Oui, ça se passe bien. Comme je vous ai dit, on est obligé à apprendre à vivre ensemble. Sinon, on mourra comme des idiots.
oui, donc ça se passe bien, on est obligé, malgré les opinions de tout un chacun, mais on se rencontre et quand il faut prendre une bière, on prend une bière, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, généralement, en Afrique, quand on parle d'élections et tout ce qui tout ce qui se trouve autour, on n'est pas trop sûr sur l'authenticité des résultats. Est-ce qu'on peut véritablement dire que malgré le fait que les votes se soient passés ici, on est quand même sûr que ce sont les mêmes résultats qui arriveront à bon port du côté du Rwanda? Ou alors, parce qu'on dit quand on est hors de son pays, on a une autre vision de ce pays-là. Oui, ce que vous venez de dire, c'est tout à fait juste, mais à ce que je sache avec le peuple rwandais, les résultats vont arriver en bon terme. Donc ce qui a été voté ici, il n'y aura pas de changement, puisque quand on regarde même, il n'y a pas match. Il n'y a pas match entre trois candidats. C'est-à-dire, il y a combien de candidats? Trois candidats. Il y a le président Sota pour Kagame, et puis il y a un autre, Franck Habineza des Green Party, des Partis Verts. Il y a aussi un autre candidat indépendant, il s'appelle Philippe, et il avait même vécu ici. Et il est allé en Europe, et après d'Europe, il est parti au pays pour se porter candidat à la présidence. Mais quand on regarde, on peut dire que les résultats sont déjà connus, puisque même le président... La grande élection a lieu Monsieur Babazi. Le président lui-même avait... Ce ne sort pas de moi. Lui-même, il avait dit que les résultats sont déjà connus, donc c'est point d'interrogation. Donc, il y a le nom du vainqueur. Lui-même, il avait dit. Donc, ça ne sort pas de moi. Donc, le président Sota et Kagame, lui-même, il avait dit qu'on connaît déjà le résultat. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous, M. Babazi, de dire qu'il n'y a pas de grands enjeux pour cette élection présidentielle? Il y a trop d'enjeux dans cette élection présidentielle. Trop même. Puisqu'on va regarder d'abord au pays, il y a les enjeux là-bas, puisque déjà... le président avait fait changer la constitution, il y a eu un référendum. Donc, on est obligé la population est obligée de venir beaucoup massivement pour montrer au monde entier qu'ils avaient besoin du président sortant pour changer la constitution. Et puis maintenant, quand on regarde dans la sous-région, puisqu'on a commencé par Rwanda et puis on va regarder dans la sous-région. Dans la sous-région, il y a un problème pour les présidents, les futurs présidents du Rwanda, puisque le Rwanda déjà est beaucoup plus en désaccord avec ses voisins, c'est-à-dire avec la LDC, avec le Burundi, avec la Tanzanie, il n'y a que le Burundi et l'Ouganda. Les autres, ils sont en période froide. Donc, il y a le futur président doit fait tout pour arranger ces problèmes. Et maintenant, même ça, c'est pour la sous-région. Maintenant, sur le plan continental, en Afrique, vous avez vu qu'il y a eu des réformes de l'Union africaine que le président Kagame avait, l'Union africaine lui avait demandé de faire ces réformes. On a adopté ces réformes. Mais ils ont dit qu'ils ont encore envoyé les élections présidentielles de l'Union africaine en janvier, puisque pour le moment, on a dit que le futur président de l'Union africaine doit être un président rwandais. Comme on n'avait pas encore voté, on a envoyé ça en janvier. Vous voyez déjà que c'est de très gros enjeux. Et si le plan maintenant international, vous allez voir que toutes les grandes puissances, il y a déjà de nouveaux présidents. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a Trump. Lui, il a dit que le Rwanda, ça sera, va occuper une place privilégiée dans la Grand Lac sur le plan géopolitique. Donc, quel que soit n'importe quel futur président, il aura beaucoup de travail à faire sur le plan géopolitique avec les États-Unis. Et en plus encore, vous allez voir qu'en France aussi, il y a un nouveau président Macron. Lui-même, le futur président du Rwanda aussi, doit encore jouer un rôle important avec Macron, puisque vous savez que le Rwanda a toujours les problèmes avec les Français. Donc tout ça va se jouer sur le futur président. Et maintenant, même sur le plan international, sur le plan judiciaire, le Rwanda encore a des problèmes.
puisque vous allez voir, il y a les mandats d'arrêt espagnols contre les dignitaires rwandais, au moins 40 dignités. Il y a même le problème des Français, toujours sur le plan judiciaire, toujours les mandats sur les dignitaires rwandais. Ça veut dire que les pouvoirs en place ont intérêt que ce soit les personnes qui gagnent. À défaut de quoi, toute l'histoire du Rwanda va changer. Donc il y a trop de grands enjeux. Il y a des très grands enjeux à cette élection qui a lieu demain sur l'ensemble du territoire du côté du Rwanda. Mais l'élection a débuté aujourd'hui avec le vote de la diaspora. Et d'ailleurs, cette diaspora rwandaise du Cameroun a voté. On a retrouvé pour vous un élément qui nous présente des Rwandais, ceux qui vivent à Kigali ou encore dans d'autres villes du Rwanda. Ils donnent ainsi leur avis. On présente surtout une ville qui a de plus en plus une grosse ambition, ou un pays qui a une grande ambition, c'est de pouvoir retrouver un statut, être respecté, être visité et voir surtout sa population vivre libre et en paix. Voici l'élément qu'on vous propose ce soir sur le Rwanda et son nouveau visage. 23 ans après le génocide, le paysage de Kigali s'est radicalement transformé. Les tours de verre sont le symbole d'un Rwanda qui avance. Le Convention Center, une enceinte de 2600 places flambant neuves, incarne l'ambition de tout un pays, devenir une économie basée sur les services et un hub régional du tourisme d'affaires. Nous devrions réduire la part de la population qui travaille dans le secteur agricole, qui représente toujours 70% des travailleurs, et avoir plus de personnes qui travaillent dans l'industrie et les services. Et une fois que nous y serons parvenus, notre ambition en tant que pays, c'est que le Rwanda devienne une économie basée sur les services et la connaissance. Suivant cette même stratégie, le pays investit massivement dans sa compagnie aérienne, Rwandair. Mais dans un pays dont le PIB est inférieur à 9 milliards de dollars, le risque d'un dérapage des dépenses publiques n'est pas à exclure. Lorsque nous évoquons les paris et les risques, le gouvernement a mis en place ses infrastructures, les routes, la compagnie aérienne, le centre d'exposition et les hôtels financés par le secteur privé. Donc désormais, il faut que le secteur privé prenne le relais. Si le secteur privé se fait encore attendre, le FMI considère que la dette publique n'est pas alarmante et que la stratégie du Rwanda est la bonne. Mais ce développement effréné semble loin, très loin des préoccupations de certains Rwandais. 39% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Ici, il y a beaucoup de chômage. Comme vous voyez, beaucoup de gens restent au bord de la route et n'ont pas d'emploi. Alors le développement, c'est bien, mais ça devrait nous donner du travail. En 10 ans, plus d'1 million de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté, même si, selon la Banque mondiale, le Rwanda reste le pays d'Afrique centrale où les inégalités sont les plus grandes. Voilà un tout petit peu ce qui se passe en ce moment du côté du Rwanda. Monsieur Mugeba Babazi, qui est rwandais et qui est réfugié, qui vit au Cameroun depuis 1995. D'ailleurs, c'est cette année-là que le Rwanda a connu le génocide entre Tutsi et Hutu. Et là, on passe une élection importante, l'élection présidentielle, c'est-à-dire que la plus haute personnalité qui est appelée à diriger le pays, à offrir les meilleures conditions de vie à sa population, mais également, comme M. Babazi le disait tout à l'heure, à retrouver une diplomatie efficace qui permettra à chaque Rwandais d'être à l'abri d'un certain nombre de choses. On a regardé, on a tous écouté les avis des uns et des autres. Vous n'êtes pas reparti au Rwanda depuis que vous êtes au Cameroun. Alors vous n'êtes pas reparti. Les échos qui viennent de votre pays, parce que ça reste votre pays, et vous regardez ces images, vous dites quoi au final? J'avais essayé une fois d'expliquer cela, puisque ici, sur les images-là, on nous a montré que le Rwanda a adopté pour un développement agressif dans les immobiliers. Et puis maintenant, il veut être un hub de tourisme d'affaires dans la sous-région. Donc, il a adopté sur l'économie des services.
Mais ce qu'on vient de voir, c'est beaucoup des immeubles. Mais le journaliste lui-même se pose des questions. Puisque 35% de la population vit aussi de la pauvreté. Donc ces immeubles-là, est-ce que d'ici 5 ans, ça ne sera pas les éléphants blancs? Oui, puisqu'il faut se demander s'il y a le marché intérieur que les gens pourront payer ces immeubles et les locations. Donc ça, le Banque mondiale même est en train de se poser ces questions. Et puis maintenant, si le tourisme, le rêve qu'ils sont en train de faire, le rêve pour que ça devienne un rêve de tourisme et d'affaires dans la sous-région, donc on est en train de voir, le Rwanda est entouré de pays touristiques, c'est-à-dire il y a le Tanzanie, il y a le Kenya. Est-ce que le Rwanda va pouvoir faire la concurrence avec ces pays touristiques? Et en plus de cela, il veut que ce soit un REB. Un REB dans les technologies, en réseau informatique, dans les typologies des réseaux, c'est un équipement qui distribue le signal partout. Ça veut dire que le Rwanda veut distribuer, être le distributeur des affaires dans la sous-région. Le Rwanda est enclavé. Le port est à Mombasa au Kenya. Ils doivent d'abord désenclaver le Rwanda pour que ce soit un REB, c'est-à-dire tourisme d'affaires. Et sans oublier, comme je vous ai dit, tous les pays voisins, c'est des pays touristiques. Donc là aussi, il y a un problème sur l'économie des services qu'ils sont en train de vouloir faire. On a parlé là-bas des Rwanda Air. C'est la seule chose que pour le moment, on peut dire que le Rwanda a réussi. Puisqu'ils ont déjà 13 avions avec des Boeing 747. Wow. Et encore la compagnie nationale. Et en plus maintenant, le Rwanda vient de signer avec le Bénin ce qu'on appelle les libertés, les 7e liberté de l'air, puisqu'il y a normalement 9 libertés de l'air. Les 7e liberté de l'air, ça veut dire quoi avec le Bénin? Le Rwanda pourra, c'est-à-dire faire tous les trajets, c'est-à-dire dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, sans rentrer au pays. Ça veut dire qu'il va faire tous ces services état au Bénin. Donc c'est ça le 7e de liberté de l'air, c'est l'organisation d'aviation civile internationale. Vous voyez déjà que si le plan de l'économie des services, là il est en train d'évoluer. Alors qu'on connaît beaucoup de compagnies, des pays même qui n'ont pas des grandes compagnies aériennes. Et le Rwanda est en train de servir 23 pays. Et dernièrement, il était en Europe. Maintenant, ils sont aussi en Inde. Il veut aller en Chine et aux États-Unis. Ça, c'est la seule chose qu'on peut dire dans l'économie des services que le Rwanda a réussi. Puisqu'à un certain moment, on dit que les faits se tirent. Il faut faire des analyses objectives. Oui. Restez sur le plateau de Passerelle, Irina posera sa question. On accueillera également nos seconds invités. On va d'abord marquer un temps d'arrêt réservé à la pub. Et juste après la pub, on entamera la deuxième partie de Passerelle. À tout de suite. De retour sur le plateau de Passerelle pour la continuité, la deuxième partie de notre émission. Aujourd'hui, nous parlons d'élections présidentielles au Rwanda, avec la diaspora qui a voté aujourd'hui, mais également l'avis d'un réfugié qui est au Cameroun depuis 1995, mais qui ne peut pas voter, parce que quand on est réfugié, mais qui regarde quand même de loin son pays, qui pense à son pays, qui aime son pays, qui a une famille toujours au Rwanda. Oui, bien sûr, j'ai toujours une famille au Rwanda. Ouais, tout le monde va bien là-bas, ils sont appelés à aller aux urnes demain? Pour le moment, je ne sais pas, on n'a pas parlé de ça, puisque aussi, comme je vous ai dit, quand nous qui sommes à l'extérieur, on préfère ne pas avoir trop de contacts avec les gens au pays, et surtout quand il s'agit de la politique. Dans tous les cas, on vous posera la question tout à l'heure sur le bilan du président sortant, qui est par ailleurs candidat. Irina, vous avez une question avant qu'on reçoive notre invité? Merci beaucoup. Alors, étant donné qu'on a trouvé son Eldorado du côté du Cameroun, et n'a-t-on pas pensé à créer, je voudrais dire,
je vais appeler ça comment, c'est-à-dire on fait venir nos confrères de ce côté parce qu'on dit, c'est vrai que de ce côté-là, voilà, de ce côté-là, vous n'arrivez pas du tout à grimper les échelons parce que vous vous trouvez toujours au bas de la pyramide des besoins. Quand on parle de la pyramide des besoins de Maslow, alors pourquoi ne pas les interpeller pour qu'ils puissent venir ça aussi concerne toute ici? l'Afrique, hein, ça. Non, mais concernant justement le ça Rwanda, concerne toute l'Afrique. ils sont tellement bien, ils n'ont même pas l'intention de rentrer. Donc pourquoi ne pas interpeller les autres en leur disant, bon, au Cameroun, il fait bon vivre, vous devrez faire un tour, créer par exemple, je ne sais pas. Non, il y a beaucoup de Rwandais qui viennent ici au Cameroun faire les business. Oui, ceux qui ont les moyens viennent, il faut les business. Il n'y a pas de problème. Un réseau. On peut créer un réseau pour faire venir les Rwandais pour qu'ils puissent avoir les meilleures conditions de vie ici. Oh, c'est la diaspora qui peut faire cela. Puisque si nous, par exemple, nous les réfugiés, on commence à dire à ceux qui sont là-bas, il faut venir. Ça sera, c'est-à-dire c'est comme si on est en train d'encourager la population de fuir le pays. Boucler cette semaine de production en parlant de l'élection au Rwanda qui est débutée aujourd'hui avec le vote des membres de la diaspora. Demain, c'est le territoire, l'ensemble du pays qui va choisir parmi les 3 candidats qui doit présider aux destinées des Rwandais. Une question en 2 volets. Premièrement, M. Babazi, vous pouvez faire le bilan du président sortant et votre ambition personnelle pour votre pays. Je vais commencer par le bilan du président sortant, c'est-à-dire je vais parler sur le bilan social et sur le bilan économique. Ouais. Sur le bilan social, il a instauré ce qu'on appelle un projet de Giring, c'est-à-dire de donner les vaches aux pauvres pour éviter la malnutrition. Et puis maintenant, quand le vache met bas, il va donner ça aussi à le voisin. Mais la question que je me pose toujours, c'est vous donnez la vache aux pauvres. Chez nous, au pays, on refuse les pâturages. Déjà, le pauvre, il est dans les besoins psychologiques, les besoins élémentaires. Lui-même, il n'arrive pas à manger. Ça veut dire qu'il va passer tout le temps en train de chercher les herbes pour la vache qu'au lieu de chercher la nourriture pour lui. Donc, ça, c'est le constat, puisque je préfère faire les analyses objectives. Il vous reste 50 secondes. 50 secondes. Ouais. Ok. Sur le plan économique, on a déjà parlé des services, d'économie des services. Maintenant, pour mes ambitions, je répondrai comme Aimé Césaire dans le pays, de retour au pays de Natar, qu'il avait dit que sa bouche, c'est là la bouche des malheurs. Ceux qui n'ont pas de bouche. Et puis maintenant, ça parle la liberté de ceux qui s'affaissent dans les cachots du désespoir. Ouais. Oui, donc, vous voulez être le porte-parole des sans-voix. Oui. Mais il faut retourner au Rwanda. Oui, justement. Chaque chose a son temps. Ouais. Oui, chaque chose a son temps. Mugema Babazi, qui est un Rwandais réfugié au Cameroun depuis 1995, il a une grosse ambition, c'est costaud. C'est costaud, ça. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais je pense qu'il faut d'abord retourner au Rwanda. Oh, bien sûr, c'est mon pays, je dois retourner au pays. Je vais retourner là-bas et puis on est obligé d'aller construire notre pays, d'amener le savoir-faire, le know-how qu'on a appris à l'extérieur, au Cameroun et dans les autres pays. Ce que nous, on va souhaiter réellement, c'est que l'élection soit libre et transparente. Et surtout que le président choisi par le peuple rwandais vienne donc à présider aux destinées de ce pays qui a mis les frères du continent et qui règne la paix du côté du Rwanda. Merci d'être venu sur notre plateau. Bonne chance pour la suite.